Avec toi, Sébastien, on a évoqué aussi l'idée, avant ce live, de faire une analyse et aussi, de par ton expérience, de par ta vie professionnelle, une analyse commerciale. Voilà, comment faire un projet marketing, de la communication également autour d'une marque, comment valoriser les produits sur les réseaux sociaux, parce que voilà, maintenant, quand on est une marque, on peut pas passer à côté des réseaux sociaux en tout genre qui passent de Instagram, TikTok. Instagram, c'est voilà, les photos, il faut qu'elles soient bien instagrammables. Vous voyez sur tous les comptes, hein, les amis, de toute manière, toutes les marques passent par là. Le TikTok, c'est sur les petits shorts, et également sur YouTube avec les petits shorts, les réels, également sur Facebook, les vidéos longues. Alors c'est les vidéos plus longues de présentation où on voit régulièrement pour les pêcheurs en batterie, comme certaines grandes marques, on ne va pas les citer, aussi bien françaises et aussi bien anglaises, qui font des longs formats qui durent jusque plus d'une heure, où là carrément on suit une équipe de pêcheurs et puis ils font ce que nous on fait en live là, mais eux le font en montage, tout ça avec des drones, tout ça, donc ça demande également un gros budget. On va voir avec Sébastien ce qu'il en pense, et également avec les TikTok où là c'est des vidéos plus courtes, un peu comme les réels. On va voir comment toi tu te positionnes là-dessus. Est-ce que c'est un gros budget? Comment monter une team? Parce que là, la première team qu'on monte, c'est certainement la plus importante, parce qu'il ne faut pas se tromper sur les profils, parce que c'est eux qui vont retransmettre l'image de la société à travers leurs récits, à travers leurs posts et publications sur les réseaux. Comment on recrute quelqu'un? Est-ce que son passif, est-ce que entre guillemets, ces casseroles sont importantes aux yeux du gars qui le recrute, ou est-ce qu'on se concentre juste sur la pêche? Voilà. Quand vous mettez des opinions politiques sur les réseaux sociaux et que vous cherchez un sponsoring, est-ce que ça c'est quelque chose qu'une marque va regarder, ou est-ce qu'elle sait faire la différence entre le perso c'est le perso et le pro c'est le pro? Ça, on va voir quelle est ton opinion là-dessus. Et donc, on va commencer, Sébastien, par l'intérêt pour toi du marketing et de la communication autour du marque. Et après, on dérivera sur les autres sujets que je viens d'évoquer. Quelle est ton opinion là-dessus, toi? Alors, ça fait beaucoup de points, en fait. Ça fait beaucoup de points, on va tous les détailler un à un. Voilà, je crois qu'il faut, si on part vraiment du point de départ, une entreprise, c'est pas que des produits, c'est aussi une image. Ça, c'est une évidence. Surtout une entreprise naissante, même si c'est important tout au long de la vie d'une entreprise, c'est même plus qu'important, c'est essentiel. Et au départ, c'est vraiment primordial de ne pas se tromper. Alors pour ne pas se tromper, ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps et faire les choses une à une. Moi, ma stratégie d'entreprise, elle est sur une horizon de 3-5 ans. Donc j'ai un plan sur 3 à 5 ans. Et ce plan, je le déroule petit à petit. Il peut y avoir des changements en fonction des événements, des évolutions, etc. On s'est trompé, on peut faire mieux. Mais il y a une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, en fait, la première image, elle a commencé par le site internet. Puisque moi je fais de la vente exclusivement sur mon site internet. Ça, c'est un choix. On en a discuté hier sur les magasins de pêche. Donc on pourra parler de cette stratégie-là aussi encore une fois. Mais le site internet, c'est mon vecteur à la fois de présentation et c'est mon canal de vente. Donc il était important d'avoir un site internet bien construit, bien fait. Donc j'ai passé énormément de temps sur l'élaboration du site. En plus, donc là on parle de la distribution française parce qu'on est en France, mais ma société, on est présent dans différents pays. Aujourd'hui, on est ouvert aux ventes en Hollande, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. On est aussi ouvert en Espagne, mais on n'a pas encore commencé de plan de communication en Espagne. Donc ce qu'il faut, c'est un site multilingue. Donc j'ai fait le site en français et en anglais. Donc c'est pas un site traduit. J'ai réécrit évidemment tout le site en anglais. Donc c'est énormément de travail à faire. Si vous allez sur notre site, vous allez voir que sur chaque produit, il y a des explications complètes. Alors hier, on a parlé de la régulation et de l'obligation de mettre les ingrédients qu'on utilise, mais on n'est pas obligé d'expliquer. Bon, moi j'ai pris le parti d'expliquer. Ça fait partie de ma communication et de ma stratégie de communication. L'idée, c'est pas uniquement d'être transparent, mais c'est d'aider les pêcheurs dans leur choix d'appât. Mes appâts, ils ne correspondent pas à tout le monde. Pas nécessairement à tout le monde. Donc pour que le client, le pêcheur, se fasse une idée exacte si ce produit peut éventuellement répondre à ses besoins, il doit comprendre le produit. Et donc c'est pour ça que quand on va sur mon site internet, on voit pour chaque produit, j'explique tous les ingrédients, etc. On explique aussi l'histoire de la marque, on explique pourquoi on a choisi les protéines d'insectes. On a aussi un blog
qui a peu d'articles, mais c'est des articles très étoffés, donc on a des articles très longs. Ça, c'est une stratégie qui va être amenée à se développer. Donc il y a aussi une stratégie de SEO évidemment pour les référencements Google. Donc ça fait partie de la stratégie. Donc le site internet, c'est extrêmement important d'avoir un site qualitatif parce que c'est la première image de la société. Et le client a besoin d'avoir, je dirais, une facilité d'utilisation du site internet pour se sentir à l'aise. Et le fait d'avoir des informations précises, c'est aussi pour rassurer le client sur la qualité de nos services. L'autre partie, évidemment, c'est toute la partie légale du site internet, qui est aussi assez complexe, parce que moi je travaille sur plusieurs pays, donc il peut y avoir des législations qui changent d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est au-delà du site internet, comment on le fait connaître, ce site internet. Parce que quand on crée un site internet, on le met sur internet, on pense que les gens vont venir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si vous mettez un site internet et que vous faites rien, il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Donc il y a des accidents, des gens qui tombent dessus par hasard, souvent dans des pays lointains, et puis bon, ça ne sert à rien. Donc le plan de communication, il est axé, on a commencé dès le début à avoir une communication institutionnelle dans des magazines spécialisés, magazines de pêche. Là l'idée c'est d'asseoir en fait l'image de la marque, d'apporter de la crédibilité à la marque. Donc ça c'est une stratégie, c'est la presse papier. Alors c'est pas la presse qui est la plus lue, qui est la plus regardée, mais c'est une presse de crédibilité. Voilà. Donc ça c'est un peu la première stratégie. On peut pas faire sans. De mon point de vue, c'est bien de commencer par ça. Mais ça c'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que je suis dans le vrai. Mais non mais il y en a beaucoup qui partagent ton opinion. Voilà. C'est un complément. Il faut être sur la digitalisation, il faut être sur le numérique, il n'y a pas de problème. Ça c'est vu, revu. Si vous n'y êtes pas, vous ne percerez pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certains pêcheurs qui utilisent encore le support papier pour s'informer. Et comme tu l'as dit, ça crédibilise également la marque, ça fait très sérieux. Ouais. Et puis tu sais, moi j'ai commencé la carpe en 1993. Et à cette époque-là, il n'y avait que Carpe Magazine. Donc Internet n'existait pas, enfin il était balbutiant. Tous les réseaux sociaux n'étaient pas encore, bien entendu, existants. Facebook, c'est depuis les années 2000, il ne faut pas l'oublier, c'est assez récent. Même si c'est aujourd'hui un dinosaure, mais c'est assez récent. Mais au début, on n'avait que la presse papier. Puis moi, je reste assez orienté vers la presse papier. De toute façon, dans mes lectures, c'est plus facile pour moi de lire sur un magazine, sur un livre, que sur Internet. Parce qu'on n'est pas de la génération née avec Internet. Mais évidemment, tu ne peux pas faire l'impasse sur Internet, ça c'est clair, si tu n'es pas présent sur Internet. Surtout pour un site de vente en ligne, si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Donc là, on est présent sur TikTok, puisque là on est en live sur TikTok, on est présent sur Facebook, on a une page Instagram et on vient de créer une chaîne YouTube. Bon. Donc il y a 4 réseaux. Ici la question c'est quelle stratégie tu emploies. On pourrait imaginer d'avoir une stratégie différenciée où YouTube c'est plutôt des vidéos longues, explicatives, pour asseoir on va dire le côté un peu éducation, le côté des vidéos explicatives. On pourrait voir Instagram pour le côté photo. On pourrait voir TikTok pour le côté live, vidéos courtes, vraiment impulsives, de choses qui marquent, combat de poissons. Et on peut voir Facebook comme étant un lieu d'échange avec sa clientèle potentielle. Si tu veux, chaque réseau social a sa spécificité. Donc les utiliser de façon identique, c'est pour moi une erreur. Mais c'est quelque chose qui va se différencier au fil du temps. Au début, aujourd'hui, pour l'instant, j'applique les mêmes vidéos. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai pas assez de contenu, donc il faut quand même construire le contenu. Comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps. Ça coûte énormément d'argent. Mais surtout, j'ai remarqué quand même que la typologie de clients, ou de lecteurs, ou de personnes qui regardent n'est pas la même. Donc Facebook, c'est plutôt un public âgé, entre guillemets, enfin de notre génération, quarantenaire, cinquantenaire pour d'autres. TikTok, c'est plutôt les jeunes de 20 ans jusqu'à 30. YouTube, c'est aussi un peu plus âgé, c'est plutôt des pêcheurs experts qui veulent encore creuser leur niveau de connaissance. Et Instagram, c'est un peu plus mélangé. Ça, c'est ce que moi j'ai pu comprendre des réseaux sociaux. Donc oui, il y aura une stratégie différenciée, mais pour l'instant non, parce que l'idée c'est d'avoir un maximum de types de profils. Et ensuite, on va commencer à avoir une différenciation entre nos profils. Pour l'instant, Instagram, je ne l'alimente pas, mais c'est quelque chose que je vais faire au cours de l'année. Et donc l'idée, c'est que les réseaux sociaux vont avoir chacun un objectif en particulier. Facebook sera plutôt un lot d'échange avec mes clients, échange d'opinions, échange d'informations. TikTok, ce sera plutôt pour les lives. YouTube, ce sera plutôt pour le contenu explicatif. Et Instagram, ce sera pour la photo. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui sera
pour l'année prochaine. Donc une différenciation pour l'année prochaine. Forcément, quand on voit tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, Road Oliver, c'est toi uniquement et toi tout seul. Oui, c'est ma société. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de collaborateurs affiliés à toi en partenariat, sponsoring. Non, il y a des personnes cachées, bien sûr, mais il n'y a pas d'équipe officielle pour l'instant. Et donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'alimenter tous les réseaux, comme tu disais, en étant tout seul. Et je suppose que, comme tu disais, l'année prochaine, ça va évoluer. Tu vas devoir monter une team. Fatalement, toute marque qui veut percer sur les réseaux sociaux, tu peux pas être la seule figure de proue de la société. Pour crédibiliser aussi Évidemment. les produits, il faut forcément qu'il y ait des pêcheurs qui soient plus ou moins reconnus sur les réseaux. On peut pas prendre des anonymes non plus. Voilà, il faut prendre quand même des gens qui ont certaines caisses de résonance sur les réseaux, une légitimité, un sens écrit, qui soient à l'aise à l'écrit, qui savent faire des photos, ou disons qui savent se débrouiller sur les réseaux, qui connaissent un petit peu les mécaniques de ces derniers. Je suppose donc que tu vas monter une team, mais alors quelles vont être les clés d'une bonne team et aussi quels seront tes critères de sélection et de combien va être composée cette fameuse team? Alors ça, évidemment, c'est un point central. Aujourd'hui, on ne voit pas de société qui, dans le monde de la pêche, sans une équipe. C'est bien sûr quelque chose qui a déjà été pensé. Mais, et tu l'as dit au début, la première équipe est encore plus importante que toutes les autres. Et donc c'est pour ça que pour moi, il était très clair dès le départ que je ne construirais pas d'équipe la première année. Là, je suis en phase d'observation. Alors, c'est pas que c'est pas possible. Si je voulais, j'aurais déjà 100 pêcheurs dans l'équipe. C'est pas difficile de trouver des gens, entre guillemets, parce que je reçois des demandes, pas quotidiennes, mais c'est rare la semaine où j'ai pas de demandes. Mais pour l'instant, je les refuse toutes parce que je suis dans une phase d'observation. J'essaye de comprendre quelle équipe je veux, quel type de personnalité. Donc aujourd'hui, moi je recherche des pêcheurs pour l'instant qui ne pêchent pas comme moi. Ça sert à rien d'avoir des gens, je veux pas des grenouilles de bénitier qui disent oui et amen à tout ce que je pense. Au contraire, ça n'a aucun intérêt. Donc je veux des pêcheurs qui pêchent d'une façon dont moi j'ai jamais pêché ou je ne pêche pas, des gens qui sont complémentaires, on va dire. Ça c'est un premier élément. Donc ce que j'ai décidé, c'est de suivre plusieurs personnes sur les réseaux. Pour l'instant, j'observe, je prends des notes et je regarde tous les éléments dont tu as parlé avant. Parce que la pêche, c'est une chose. Est-ce qu'on peut dissocier le côté pêche de le côté personnalité? La réponse est non. Voilà. La réponse est non parce que c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Et donc, d'abord, bon pêcheur, ça veut dire quoi? C'est déjà difficile à... Est-ce qu'un bon pêcheur, c'est celui qui fait des grosses carpes? Si tu pêches des endroits où il n'y a pas de grosses carpes, tu peux être un excellent pêcheur, t'en feras pas. À partir de là, le poids de la carpe, ça veut strictement rien dire. Tu mets quelqu'un ici qui fait un carton sur des poissons de 12-14 kilos, on sait que le lac est compliqué, ça c'est un excellent pêcheur. Et il fera pas de carpe de 30 kilos parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc le poids de la carpe n'a aucune importance. Donc est-ce que c'est celui qui poste les plus grosses carpes sur le réseau social? Non. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui maîtrise sa technique, qui maîtrise sa pêche, qui est respectueux de son environnement, respectueux des poissons, respectueux des berges sur lesquelles il est. Si je vois des vidéos où visiblement la berge était propre et quand il repart c'est dégueulasse, ça c'est hors de question qu'une personne comme ça intègre l'équipe. Le comportement, c'est un élément primordial. La personnalité, pour moi, c'est plus important que la technique de pêche. Parce qu'il représentera, pour que les gens comprennent, il représentera à chaque fois qu'il se déplacera, une fois qu'il sera intégré officiellement dans la marque, chaque fois qu'il se déplacera, il sera forcément associé à celle-ci. Exactement. Donc s'il fait un mauvais comportement au bord de l'eau, lui, déjà, il sera blacklisté à l'endroit où il est, mais l'endroit qui l'aura accueilli dira « Ouais, mais c'est un pêcheur de un tel. » Exactement. Voilà. Et donc forcément, vous avez forcément une mauvaise publicité indirectement qui est mise. Et il faut très très bien s'entendre avec les plans d'eau, parce que les plans d'eau sont vos premiers... c'est les premières personnes qui font de la pub pour vous. Je m'explique pourquoi. Par exemple, ici, on est chez Noutétan. Noutétan, ils s'entendent bien avec plusieurs marques. C'est disponible dans leur point de vente. Ils ne vont pas valoriser vos produits si votre pêcheur, quand il est venu ici, malgré qu'il a fait du poisson, s'il a fait du bordel, ils ne diront pas « Ouais, bah tiens, un tel, il est venu. Bon, ok, il a foutu du bordel, mais il a pris du poisson avec ces billes-là. »
Ah non, il le dira pas. Il le dira pas parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Malgré qu'il sait que ces billes-là, elles ont bien travaillé sur son plan d'eau. Par contre, si le pêcheur est parti en laissant une belle image de la société, potentiellement, les futurs clients, quand ils viendront, on peut éventuellement convenir d'un accord commercial, mettre à disposition des produits, voilà, pour que les futurs clients qui viennent dans le plan d'eau, ben hop, pouf, ils achètent. Voilà, c'est en ce sens-là qu'il faut toujours faire très attention quand on est au bord de l'eau. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Le critère numéro 1, s'il devait y en avoir, c'est la personnalité. Voilà, c'est le comportement, c'est la qualité de la personnalité. Ça, c'est le critère numéro 1. Autrement dit, si la personne est un pêcheur qui crève le plafond, qui fait des carpes dans des endroits compliqués, qui est excellent pêcheur et qui n'a pas de discussion là-dessus, mais qui se comporte mal, c'est hors de question d'avoir ce type de personnalité dans une équipe, en tout cas dans la mienne. Voilà, ça c'est, je pense que toutes les marques qui sont un peu sérieuses pensent de toute façon comme ça. Je préfère 100 fois avoir un pêcheur moyen qui a une volonté d'apprendre, qui a du respect pour l'environnement, pour les poissons et du respect pour les gens avec qui il est. Je préfère 100 fois avoir quelqu'un comme ça, parce que ça c'est quelqu'un de fiable. Et la fiabilité dans un business, c'est le plus important. Parce qu'une entreprise, ça passe par des hauts et des bas. Une entreprise en création, c'est plein de complexité. Et j'ai pas envie de me complexifier encore l'histoire à gérer des gens qui seraient pas gérables, en fait, si tu veux. Et donc ça, pour moi, c'est le critère numéro 1. Et c'est un critère qui est pour moi non négociable, non discutable, et qui fait que c'est non. Voilà, c'est non. Donc ça veut dire que ça passe par le comportement, ça passe aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, ça passe par la qualité de l'expression. Voilà, les vulgarités et compagnie, ça c'est pas mon style, donc ça c'est niette aussi. Le fait de quand on écrit des posts, de pas se relire, alors, tout le monde fait des fautes d'orthographe, tout le monde fait des coquilles, mais il y a faute d'orthographe, donc voilà, surtout qu'aujourd'hui on a les moyens de se contrôler si on n'a pas une orthographe ou si on a peur de sa propre orthographe. Avec 30 secondes de plus, on fait un chat GPT, on fait exactement, et on a un texte qui est parfait et très présentable, et donc ça demande pas tant d'efforts, et puis il n'y a pas de raison de pas le faire parce que c'est aussi l'image de la société, donc la qualité de l'orthographe, la qualité de l'expression, ouais, ça fait partie du critère numéro 1 avec la personnalité, parce que c'est un tout, quoi, si tu veux, c'est un tout. Et la pêche, ça passe après. La pêche, ça passe après. Beaucoup de personnes minimisent cela. Mais quand vous voulez véhiculer un message ou vous donnez une explication à quelqu'un, et s'il y a des fautes dans le message, vous perdez toute crédibilité. Même si le contenu de votre message est pertinent et surtout fiable, hein, et que ça marche ce que vous dites dans votre texte, si vous faites des fautes, la personne qui va lire ça, et qui elle ne fait pas de fautes et qui voit les fautes, vous perdez toute crédibilité, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau d'une passion, vous perdez toute crédibilité. Pour certaines personnes, c'est rédhibitoire. On voit ça que... Après, je fais aussi la différence entre celui qui a certaines difficultés mais qui fait des efforts et qui voit l'importance, et celui qui s'en fout. Voilà, ça, il faut aussi faire la distinction, tu vois. Moi, ce que je n'intégrerai jamais, c'est les gens qui s'en moquent, ou qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi c'est important. Si c'est quelqu'un qui comprend que c'est important, qui fait des efforts, qui fait attention, et que parfois c'est pas parfait, ça c'est pas un problème. On peut progresser ensemble. Mais quand c'est du je m'en foutisme, pareil, ça c'est hors de question d'avoir ça dans mon équipe. Alors pourquoi? Parce que c'est l'image de la société. Une image de société, ça se construit dans le temps et ça se détruit assez rapidement. Ah oui, c'est voilà. Et donc la confiance. Hein. Et donc c'est très important d'être progressif, de prendre son temps. Comme je te dis, moi j'ai 3-5 ans devant moi. Je m'en fous complètement de pas gagner d'argent avec cette société dans les 3 à 5 prochaines années. Donc j'ai pas cette pression-là. Donc moi je veux construire quelque chose de sérieux. J'ai construit des produits sérieux, des produits uniques. Et donc l'image, l'équipe doit avoir cette image-là, si tu veux, pour avoir une harmonie en fait. Et après de progresser ensemble, l'équipe elle sait suggérer des idées. Moi, il y a quelqu'un qui est déjà à mon équipe, pas officiellement, mais qui est un excellent ami à moi, qui est un pêcheur bien plus avancé que moi, bien plus technique, qui est un très bon pêcheur, qui a beaucoup testé mes appâts, en qui j'ai toute confiance. Voilà, c'est ce genre de personnes que j'ai envie d'avoir, des gens aussi sympathiques, des gens qui
qui aiment bien quand ils sont à la pêche, il n'y a pas que la pêche. Voilà, regardez la nature, tout à l'heure on parlait Martin Pêcheur, des gens qui s'intéressent aux choses, Oui, tout simplement. tout à fait. Voilà, et puis de discuter d'autres sujets que la pêche. Oui. Il n'y a pas que la pêche dans la vie. On passe 3 jours au bord de l'eau, voilà. je vous rassure, on parle pas que de pêche, on a parlé un peu de on a parlé de plein de choses, voilà. Voilà, on parle un peu de la nature, on observe, tout ça. Et voilà. Oui, parce que bon, parler pêche pendant 3 jours, moi je vous le dis, à un moment donné, bon, je décroche quoi. Déjà que les lives, tout ça. Oui, non, mais d'ailleurs, en fait, en dehors du live, on parle pas tant que ça de pêche tous les deux. Non, parce que voilà, on en parle suffisamment, quand on est en action ou quand on est au repas. De toute façon, les stratégies, moi j'ai apprécié sur ce week-end-là par exemple, parce que tu m'inclus directement dans les stratégies, me demander mon avis, alors que c'est pas forcément le type de pêche que je pratique. C'est la première fois que je viens sur un week-end de batterie, mais bon. Oui, mais t'es un excellent pêcheur de feeder, donc. Un excellent, toute proportion gardée. Disons que ça fait quelques années que je pratique le méthode et que je m'amuse quand je vais au canal, tout ça, j'arrive à me débrouiller un petit peu. Voilà, dans des milieux sauvages, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai ici. C'est un peu moins large, mais les berges d'en face, dans les canaux que j'utilise, que je pratique, c'est exactement les mêmes choses, quoi. Donc, je sais où je dois jeter ma ligne pour pas me faire prendre au piège. Voilà, après, ça marche ou ça marche pas. Enfin, voilà. C'est ça. Donc oui, pour répondre à ta question sur la taille de l'équipe. Ouais. Alors voilà, le truc c'est que nous, on est une société qui est présente sur différents pays. Donc il nous faut des équipes différentes, ne serait-ce que pour la langue. Donc oui, des gens qui parlent anglais, évidemment, ça c'est un gros plus aussi, de pouvoir, entre guillemets, pouvoir communiquer avec les mêmes personnes de l'équipe sur des marchés différents, pouvoir faire des présentations différentes, que ce soit en anglais ou en français, ou en allemand. Donc voilà, pour l'instant sur les pays sur lesquels on est présent, c'est essentiellement en anglais et en allemand. Le site est aussi en allemand, parce que je t'ai dit que c'était en anglais, mais le site est aussi en allemand, et c'est aussi pas une traduction, c'est aussi écrit de A à Z. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Et donc évidemment, cette équipe, si elle est multilingue, c'est encore mieux. Mais ça, c'est des critères qui se rajoutent et qui deviennent très compliqués à l'arrivée. Donc oui, on va construire une équipe petit à petit. Une équipe en France, Belgique, équipe Allemagne probablement. Après, ça sera en fonction des pays sur lesquels je sens qu'il y a le plus de développement et plus de potentiel. Pour l'instant, je teste les pays. Si ça se trouve, la France, ce ne sera pas le pays sur lequel je veux miser, donc ce sera pas, je ferai plus business en France, donc, ou en Allemagne, ou en Hollande. Donc ça va dépendre vraiment les pays sur lesquels je me sens le plus à l'aise et le plus confortable. Donc pour l'instant, on voit. Et là c'est sur une période assez longue, de 18 mois sur chaque pays, pour voir et faire le bilan dans 18 mois. Se dire, voilà, est-ce que ça fait du sens d'être en France? Est-ce que ça fait du sens d'être en Allemagne? Est-ce que ça fait du sens d'être en Autriche? Il y a des avantages, des inconvénients, c'est pas si simple que ça. C'est pas qu'une question de vente, c'est une question de rentabilité aussi, c'est une question de panier moyen, c'est une question de fidélisation de la clientèle. Est-ce que tel type de clientèle est plus fidèle, moins fidèle? Donc ça, c'est tous des paramètres sur lesquels je peux pas répondre aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on monitore pendant 18 mois. Et dans 18 mois, on décidera sur quel pays on va être présent. Je vais revenir un petit peu, j'ai des questions par rapport à ça, là, au profil, la personnalité du pêcheur, des pêcheurs que tu recherches. Quelqu'un qui exprime ses opinions politiques, mais sans forcément d'avoir de virulence. Voilà, il exprime ses opinions politiques, il assume ceci. Bon, c'est rédhibitoire si vous commencez à être insultant ou outrancier ou faire des apologies des choses dans des extrêmes, je ne les citerai pas, mais quelqu'un qui affirme une certaine posture politique, qui dit voilà, moi je vote pour ça, et qui argumente tout ça dans ses publications privées. Voilà, il peut y avoir une page pêche, 100% pêche, et un profil privé. Est-ce que pour toi déjà c'est rédhibitoire? Non, pas sur la page privée, et dans la seule condition que ce ne soit pas un tissu de conneries, de virulence, d'insultes. Ça, c'est la seule compte. Mais ça, c'est pas valable uniquement pour la politique, c'est valable pour tous les sujets. Si je m'aperçois sur une page privée par hasard que la personne insulte la moitié de la planète, ou son voisin, l'autre pêcheur, ça c'est rédhibitoire immédiatement. C'est pas parce qu'il pense ça que c'est rédhibitoire, c'est la façon de l'exprimer qui est rédhibitoire. Si t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est une chose. Si tu le traites d'abruti, c'en est une autre. Donc c'est plutôt le comportement, les idées politiques de chacun
à son opinion politique. D'ailleurs, on va voter demain. Bon, moi, j'ai voté par correspondance parce que je vis à l'étranger. Mais voilà, donc chacun est en droit et jusqu'à preuve du contraire, le vote est secret. Mais si la personne l'exprime, moi, je juge pas ce qu'elle vote. Je juge la façon dont elle va s'exprimer. Voilà. Tu peux voter pour qui tu veux. Moi, ça n'a strictement aucune... Bien sûr, j'ai mon opinion politique. Toi, tu as ton opinion politique. Chacun a son opinion politique. Mais qu'est-ce que ça peut faire que tu votes telle ou telle personne? Ça m'est égal. Par contre, si tu te sers de ça pour critiquer telle ou telle chose, telle ou telle personne, telle ou telle entreprise, ou tel comportement de façon impolie, ça pour moi c'est rédhibitoire. Donc c'est le fait d'être tout simplement éduqué et humain, quoi. D'être une personne, on va dire, sensée. On peut très bien, même dans la pêche, tu sais très bien que j'ai des avis tranchés dans la pêche. C'est jamais pour blesser qui que ce soit. D'ailleurs, je suis jamais insultant avec qui que ce soit. C'est jamais pour critiquer quelqu'un. D'ailleurs, je cite jamais de marque ou quoi que ce soit quand j'exprime mon opinion. J'ai des opinions tranchées parce que quand tu es un carpiste, tu as des façons de faire. Moi, je pêche depuis 93, donc ça fait quand même pas mal d'expérience. Quand tu as une entreprise, quand tu es entrepreneur, tu as des opinions tranchées parce que sinon, tu n'avances pas. Quand tu es entrepreneur, si c'est à chaque fois de l'eau tiède, tu restes dans le port. Tu ne sors pas en mer. Il faut prendre des choix. Parfois on se trompe. Souvent on se trompe. De temps en temps on a raison. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, si tu veux. Donc quand tu es entrepreneur, l'objectif c'est pas d'avoir toujours raison. L'objectif c'est d'avoir plus souvent raison que tort. C'est ça l'objectif. Donc même pour revenir à l'équipe finalement, comme je t'ai dit, j'ai envie d'avoir des pêcheurs qui pêchent pas comme moi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de grenouilles de bénitier qui disent amen. Ça me sert à rien. D'abord, comme je te disais, j'ai pas de pression sur cette société. Je le fais pour m'amuser. Je le fais bien et je veux des gens qui sont là-dedans et qui n'ont pas forcément la même opinion que moi. Ils peuvent pêcher différemment. Ils peuvent penser que j'ai tort sur ça. Je m'en fous. Du moment que c'est constructif, argumenté, expliqué. Si c'est pour dire ce que tu fais c'est nul, ok, explique-moi pourquoi, et s'il n'y a pas d'explication cohérente derrière, ça ne m'intéresse pas. Si par contre tu arrives à m'expliquer pourquoi j'ai tort sur tel ou tel sujet, alors si déjà c'est un fait physique, biologique ou mathématique, il n'y a pas oui ou non, il n'y a pas d'opinion, c'est ou tu as tort ou tu as raison. Après, quand c'est sur une opinion qui n'implique pas de science, là c'est différent. L'opinion elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ton opinion, c'est mon opinion. Ça peut être des expériences différentes. Ça peut être que tu es arrivé à une conclusion différente en ayant la même expérience. Ça, au contraire, c'est intéressant. Parce que mes appâts évoluent en fonction de ça. Comme tu as dit, on a parlé de ton opinion pour placer les lignes. Ça, toi, tu sais très bien que je t'ai demandé directement, tu vois. Quitte à être au bord de l'eau tous les deux, autant discuter, quoi. Autant discuter un petit peu, quoi. Après, voilà, j'estime que c'est faire preuve d'ouverture d'esprit pour toi et d'une certaine forme d'intelligence également, et puis de tolérance, parce que voilà, moi ne pratiquant pas du tout cette pêche-là, peut-être que mon opinion, quand je vais sortir quelque chose de ma bouche, ça sera complètement à côté des clous, quoi, mais tu l'as quand même prise, et puis on a essayé de trouver quelque chose. On a même suivi, on a mis des cannes où tu voulais. Ouais. Des cannes qui sont parties d'ailleurs. Et puis des cannes, qui sont partis. Maintenant, on espère que la stratégie qui a été élaborée ensemble, ça puisse être payant pour vous. Ouais, parce que le plateau, on l'a trouvé ensemble. Hein. Oui, on l'a cherché ensemble, c'est ça. Et c'est ça que j'apprécie avec toi. On s'écarte un petit peu, mais c'est ça que j'ai apprécié avec toi sur cette session-là, c'est qu'on a fait les choses ensemble, pas chacun de son côté, quoi. Voilà, moi avec mes lives et toi à la partie de pêche. Ça aurait été un peu moins sympa, quoi, je pense. Je pense qu'il faut... mais tu vois, sur l'équipe, c'est aussi des gens comme ça, parce que quand tu as une équipe que tu vas pêcher ensemble, si c'est que pour que la personne soit chacun de son côté, ou alors que tu en as un qui fait toujours comme toi parce qu'il va se dire comme ça je pense que tu es bien, mais non, je m'en fous que tu fasses comme moi ou pas. Il faut que tu fasses à ta façon et que tu le fasses bien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui compte. Au niveau du profil, je reste encore là-dessus parce que j'ai d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que tu recherches des gens qui sont novices par rapport à l'intégration d'une team, qui n'ont jamais fait de team, pour justement pas qu'ils soient formatés, ou au contraire les profils également, je dis pas forcément ce profil-là, mais est-ce que les profils expérimentés qui ont déjà fait une ou deux teams ou plusieurs teams sont des profils recherchés? À savoir que car parfois ces personnes-là qui ont fait une marque, puis une autre marque, puis encore une autre marque, sont souvent perçues par le public
comme des entre guillemets mercenaires. Voilà, on va de marque en marque, à chaque fois qu'on va dans une marque, ah c'est génial, c'est tout beau, ça prend du poisson, achetez les gars. Est-ce que toi tu recherches ce type de personnes-là qui ont cette image-là d'aller de marque en marque, même s'ils font du très bon contenu, tout ça, mais forcément aux yeux du public, bon bah ok, tu nous as vendu du X, maintenant du Y, maintenant tu vends du Z, et à chaque fois tu nous dis c'est top, ça fait la diff, c'est avec ça qu'on prend du poisson. Ou est-ce qu'au contraire tu prends plutôt quelqu'un qui est novice là-dedans, qui n'a jamais rentré, mais qui souhaite, parce qu'il souhaite apporter sa plus-value et pour aider la marque à grandir. Quel est le type de profil que tu recherches? Alors sur les profils dont tu as parlé, expérimentés, on peut les voir des deux côtés. Certains les voient comme des mercenaires parfois. Mais si on fait le parallèle à la vie professionnelle, donc si on sort de la pêche, c'est pas un crime de changer d'entreprise. Non. On passe d'une entreprise à une autre pour plusieurs raisons. Oui. On peut être mieux payé, on peut avoir envie de plus de responsabilités, on peut avoir envie d'un secteur différent, on peut avoir envie d'un management différent. Enfin, on peut changer d'entreprise pour des tas de raisons. Tout à fait. Et qui sont tout à fait valables. C'est pas un problème en soi. Quand tu changes d'entreprise tous les 5 ans, bah, c'est plus ou moins normal. Quand tu changes d'entreprise tous les ans, c'est différent. Quand tu ne représentes pas une marque. Non, tu ne représentes pas, c'est un peu différent. Tu le fais pour toi. Bon, ceci étant dit, dans le sponsoring, est-ce que c'est mal de passer d'une marque à l'autre? Pas forcément. Alors, on peut toujours quitter une marque parce que les produits ont évolué et pas dans le sens dont toi tu veux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont évolué dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'ils ont évolué pas forcément dans ton style de pêche. Donc on peut très bien quitter une marque en termes de sponsoring, non pas parce qu'on dit que cette marque est pas bien, on peut très bien la quitter parce qu'on dit que l'évolution n'est plus en adéquation avec sa propre envie et on a envie de voir autre chose. Donc ça, c'est pas forcément négatif. On peut avoir l'envie de partir parce qu'une autre marque te propose un contrat plus intéressant. Là, c'est un peu plus délicat. Mais d'un autre côté, qui c'est qui peut t'en vouloir, de vouloir partir pour quelque chose qui est plus intéressant financièrement ou en termes d'image ou de nouveaux produits. On ne peut pas t'en vouloir non plus. Et c'est pas parce que tu quittes une marque avec des produits que tu dois forcément dire derrière que ces produits-là, finalement, ils sont pas bien. Non, écoute, moi j'ai jamais dit que je vendais les meilleures bouillettes du marché. J'ai dit que je vendais des bouillettes différentes, très bien élaborées, et ça c'est la réalité. Voilà. Ça, on peut l'expliquer, je peux l'expliquer pourquoi, je peux le démontrer. J'ai jamais dit que c'était les meilleures billes. Et il y a des marques qui proposent de très bonnes billes. Donc, tu peux partir d'une société très prestigieuse pour aller chez moi, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Si tu pars d'une société inconnue, pour moi, étant une société inconnue, finalement, ce serait un peu se foutre de la gueule des gens en disant non, parce que tu viens d'une marque qui n'est pas connue. Mais moi, elle n'est pas connue, ma marque. Donc, il faut être aussi cohérent, si tu veux. Non, alors je me suis pas posé la question en ces termes, honnêtement, pour l'instant. Bien que j'ai des contacts, des personnes qui m'ont contacté, qui sont actuellement dans d'autres sociétés. Pour l'instant, la situation est claire. Moi, je démarche personne qui est déjà sponsorisé. Et c'est si les gens viennent vers moi, ça c'est une autre histoire. Je peux pas empêcher les gens de venir vers moi. Non, mais ça te montre la mentalité de la personne. C'est un indicateur. Parce que ça veut dire que s'il fait ça avec cette marque-là, potentiellement, si tu l'intègres dans la tienne, il fera peut-être la même chose chez toi. C'est une possibilité, mais parce que je suis pas certain que la marque avec qui il est, cette personne-là, je la connais pas. Hein. Et je la juge pas, forcément je la connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si, parce que c'est fait un peu dans le dos de la marque, hein, voilà, il a un contrat, il est lié à cette marque-là, et puis il vient taper dans les. Au fait, si tu cherches, je suis là. Ça dépend. Ça dépend parce que public, c'est quand même, tu vois. Ça dépend parce que une fois encore, dans le milieu professionnel, quand tu quittes une entreprise pour une autre, il est rare que tu démissionnes avant d'avoir ton nouveau contrat. Oui. Donc quand tu passes ton entretien d'embauche dans une autre entreprise, tu es déjà sous contrat avec ta société et tu le fais aussi dans son dos. Donc autant j'ai des avis tranchés sur beaucoup de choses, autant là je pense qu'il faut être nuancé parce que ça peut être pour plusieurs raisons. Et ça, pour savoir, il faut discuter avec les gens et il faut creuser. C'est pour ça que jamais je vais intégrer quelqu'un dans mon équipe si j'ai pas parlé avec lui plusieurs fois. Pas une fois, parce qu'une fois, on peut toujours trafiquer un peu et tricher sa personnalité. Mais quand tu parles avec quelqu'un 5-6 fois, c'est déjà plus facile de juger. Voilà, donc, non, là-dessus, je peux pas te dire, si tu es déjà dans une marque, tu viens chez moi, c'est niette. Non, ça, je peux pas le dire. Honnêtement, je peux pas le dire. Ça fermerait la porte à beaucoup de monde. Déjà. Ça fermerait la porte à beaucoup de monde et c'est un non-sens. La question, c'est plus la raison, c'est plus pourquoi. Et puis, mon produit est complètement nouveau. Donc, forcément, si je commence à refuser des gens qui sont attirés par la nouveauté, je vais me fermer à tout le monde. Donc,
voilà, là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être catégorique. Et dans toute activité économique, dans tout développement de business, il faut éviter d'avoir un positionnement trop tranché. Le seul positionnement tranché, c'est sur le respect des gens, la politesse, la qualité d'expression et le comportement. Ça, pour moi, c'est-à-dire que c'est même pas discutable. Tu viens d'une super grande marque, tu es un super pêcheur, tu es super médiatique et tu te comportes mal, je veux même pas parler avec toi. Est-ce qu'il y a un critère d'âge également qui rentre en ligne de compte pour toi? On sait que maintenant, beaucoup de marques misent sur le jeunisme. Pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes sont ultra connectés, ils sont ultra réactifs, ils sont toujours avec leur téléphone, ils font des photos instagrammables, ils sont sur TikTok, ils sont partout. Et donc ça va toucher une clientèle jeune. Voilà, parce qu'on sait que la pêche de la batterie, il y a deux segments. Il y a ceux qui sont installés économiquement parlant, parce que c'est une passion qui coûte hyper cher, entre le matériel, les cannes, le rod pod, les appâts, le bivy, etc. etc. C'est l'une des pratiques de pêche qui coûte les plus cher. Et après il y a les locations comme ici, voilà, hein, ça a un petit argent, ça met un petit billet quand même sur le week-end. Donc on mise déjà aussi sur cette clientèle-là, mais également sur les jeunes qui font plutôt des pêches rapides. Moi j'en vois beaucoup sur TikTok, un vélo, deux cannes, paf, on fait une pêche sur la journée. Donc il faut aussi toucher ce public-là. Est-ce que ton équipe sera composée donc de pêcheurs qui pourront toucher justement la partie clientèle qui sont installés, économiquement parlant, qui peuvent se le permettre, et une autre clientèle dite un peu plus jeune, et qui sont plutôt au rodé, une petite journée par-ci par-là. Ça sera quoi alors ton équipe? Ça sera composé de quoi en tranche d'âge alors? Déjà, une équipe qui serait composée des mêmes personnalités sont des clones, pas une équipe. Donc une équipe par définition, c'est des gens de profils différents qui, mis tous ensemble, apportent quelque chose. Si on parle d'une équipe de football, t'as pas que des attaquants. Il te faut un gardien, il te faut des défenseurs. Donc l'idée, c'est d'avoir une équipe qui est homogène sur, on va dire, l'envie, homogène sur le respect, comme on l'a dit, des choses, des gens. Ça, c'est quelque chose d'intransigeance. Donc, à cette image-là, oui, l'équipe sera homogène, mais on peut très bien respecter la nature, les gens, et parler correctement en ayant 15 ans, en ayant 20 ans, en ayant 60 ans. Le critère d'âge, non. Je pense qu'il faut qu'elle soit constituée de différentes typologies d'âge. Des gens installés, des pêcheurs confirmés, qui ont vu un peu toutes les périodes comme nous on a pu le voir des années 90 par exemple. Ces gens-là, ils ont 40-50 ans, ça peut être intéressant d'avoir des gens comme ça dans notre équipe. Avoir le jeune qui se déplace en vélo, qui est aux études et qui le soir essaye de prendre une heure, qui va pêcher, qui va être passionné et qui n'a pas beaucoup d'argent, qui fait ce qu'il peut et qui a un comportement, enfin je veux dire, qui a l'envie, ça, pourquoi je refuserais? Je me vois à cet âge-là, quand j'étais jeune, moi aussi, j'avais pas d'argent pour la pêche, j'étais aux études, j'avais pas le temps, je faisais 2-3 heures après les cours, ou le samedi matin. Pourquoi j'empêcherais quelqu'un d'intégrer alors que si je regarde dans le passé, c'est moi il y a 30 ans, donc il y a 20 ans. Donc non, je pense qu'il faut un peu des deux. Puis je pense que quelqu'un d'expérimenté va aussi pouvoir aider le jeune sur des pêches qu'il n'a peut-être pas pratiquées, des pêches en grand lac par exemple, ou sur des grandes rivières, des pêches qui sont complètement différentes, qu'on faisait les années 90, qu'on fait moins aujourd'hui, parce que ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément connu ces grands lacs, ils n'ont pas forcément connu cette pêche-là, mais ils font d'autres pêches que nous on n'a pas connues. Le street fishing, je ne sais pas ce que ça veut dire moi. Donc voilà, donc chacun, il va m'apporter des choses que moi je ne connais pas. Ça se trouve, ce jeune, il est capable de trouver le spot en 1 heure, il va te sortir 2 poissons. Moi, malgré toute l'expérience de pêche que j'ai, je suis pas forcément capable de le faire. Donc ça veut dire, parce que lui, il a des contraintes financières, des contraintes de temps, il est obligé de pêcher comme ça, il a affûté sa capacité d'analyse à son problème de temps. Donc il a résolu son problème en se disant, moi je vais faire une pêche à 1 canne, je vais pêcher ultra au spot, et donc je dois être suffisamment intelligent pour comprendre où sont les carpes. En ville, elles sont derrière les piles de pont, elles sont sous les bateaux, elles sont dans les virages, elles sont, que sais-je. Voilà. Donc il aura développé une capacité d'analyse que moi j'ai pas forcément développée, ou que d'autres pêcheurs dans l'équipe n'auront pas forcément développé. Donc l'équipe, si je veux arriver à quelque chose de cohérent et de performant, parce qu'attention, il ne faut pas se le cacher, l'idée c'est d'être performant économiquement. Je fais pas ça pour
pour les yeux de la princesse. Hein. Donc l'idée évidemment c'est derrière qu'il y ait un résultat commercial. Donc moi, pour avoir un résultat commercial, il est plus intelligent d'avoir une équipe tout à fait diversifiée. Parce que ces jeunes-là vont s'adresser aux jeunes de leur âge. Un pêcheur plus âgé peut s'adresser à d'autres types de pêcheurs. Parce que dans ce jeune-là, ben, peut-être que son copain de lycée, quelqu'un qui est dans un lycée à 1000 km de là, va s'identifier à lui, parce qu'il se dit, ben, je suis dans la même situation, ben, je m'aperçois que finalement, au lieu de râler, ben, je ferais mieux de me bouger, d'aller, ben, j'ai 1 heure, je vais quand même essayer de pêcher 1 heure, et je vais réfléchir différemment. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc oui, l'idée c'est de construire une équipe, et c'est pour ça que c'est difficile, hein, parce qu'il faut arriver à trouver les bonnes personnalités, les bonnes personnes, dans des critères différents, avec des styles de pêche différents. Ça se fait pas en... C'est pour ça que, honnêtement, je pourrais avoir 100 personnes dans mon équipe, si je veux aujourd'hui. Même je mets une annonce sur Facebook, je cherche quelqu'un, je vais recevoir 1000 demandes. Bon, vous avez jamais vu une annonce, vous en verrez pas, donc c'est pas comme ça que je travaille. Mais le truc c'est vraiment de prendre son temps. Parce qu'une fois que tu as construit ton équipe, après si tu as des problèmes pour gérer ça, c'est encore une drôle d'histoire, quoi. Voilà. Au niveau de la compétition, là où je veux en venir, c'est on voit beaucoup de pêcheurs qui font des enduros, qui font des épreuves nationales, Coupe de France, division, tout ça. Est-ce que dans ton équipe, ça sera important pour toi d'avoir des gens qui sont rompus à la compète? Je dis pas toute l'équipe, mais 1 ou 2 profils dans ton équipe française. Est-ce que pour toi, c'est des profils que tu dois avoir au moins ce type de profil-là? Parce que ça va toucher également des potentiels acheteurs qui regardent ce que font les compétiteurs. Et donc, c'est pertinent pour toi d'avoir quelqu'un qui puisse représenter également cette catégorie-là de pêcheurs. Alors là, moi je ne suis pas contre avoir ce type de personnes dans mon équipe. Ça ne peut pas représenter une proportion importante, pour la bonne et simple raison que la pêche de compétition, c'est une pêche minoritaire. Très minoritaire. Ça va représenter 1% des journées de pêche. Probablement moins. Donc le marché derrière est très petit. La pêche de compétition, c'est un style de pêche qui est très différent de la pêche comme on fait ici. Les appâts doivent être probablement aussi très différents. Donc il faudrait que je développe une gamme dédiée pour ces gens-là. C'est pas forcément que je veux pas le faire. Pour l'instant, c'est pas dans la direction que je veux prendre. Maintenant, j'ai pas vraiment d'opinion tranchée là-dessus. Je dis pas que j'ai pas envie. Je dis que pour l'instant, je suis occupé par d'autres idées, d'autres produits, d'autres développements que ça. Maintenant, dans ma gamme, j'ai 3 produits. J'ai la gamme 3 bouillettes. J'ai la gamme Insect Bay, qui est la gamme la plus haut de gamme, la plus élaborée, la plus riche en attractants, qui est une gamme qui a une action progressive. C'est la gamme qu'on utilise là parce qu'on est là on sait qu'on est là depuis 3 jours. C'est une gamme qui aussi prend du poisson de façon instantanée, hein, mais en moyenne, c'est une gamme qui a une action progressive. Après, j'ai la deuxième gamme Caps and Dreams qui a une action plus rapide. Donc, elle va se dissoudre plus rapidement, elle va envoyer des signaux d'attractivité plus rapidement dans l'eau. Donc ça, c'est une gamme qui, en théorie, est faite pour des pêches plus rapides. Après, tu mets les 2 appâts au même endroit. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire la première touche sur la Insect Bay. Ça veut dire qu'en moyenne, la probabilité que tu fasses une touche plus rapidement sur Caps and Dream est plus élevée que sur la gamme Insect Bay. Mais c'est que des statistiques, c'est une moyenne. Ça va être vrai sur 1000 sorties. C'est pas forcément vrai sur 2, 3, 4 sorties. C'est comme un bon pêcheur et un mauvais pêcheur. Tu sais que quelqu'un il sait pas pêcher ou il débute et toi tu es un pêcheur ultra confirmé, tu le mets là, il fait un carton, toi tu fais rien. Bon, ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ça n'arrivera pas 1000 fois. Sur les grands nombres, la différence va se faire. C'est la même chose sur la qualité d'un appât d'ailleurs. Un appât, on fait des carpes sur des appâts à 2 €, c'est pas le problème. Tu peux même faire mieux que sur n'importe quelle autre gamme de qualité à un instant T. Tu vas peut-être faire mieux à un autre instant T. Mais si tu y vas 1000 fois, tu feras pas mieux. C'est question de statistique en fait. Et donc là, c'est un peu la même chose. Donc tu as une gamme qui est plus rapide et tu as la gamme Insect Feed Boilie qui, de mon point de vue, est la gamme la plus intéressante pour les pêcheurs de compétition parce que c'est une gamme qui est complètement neutre, qui est pure insecte, qui apporte vraiment complètement différent de ce qu'il va y avoir sur le plan d'eau. C'est une gamme qui a une action encore plus rapide parce qu'il y a moins d'albumine, donc elle est moins fermée, elle est très aérée parce qu'il y a beaucoup de chenilles grillées à l'intérieur. Il y a aussi la farine prédigérée de poisson, donc, comme dans toutes mes bouillettes, hein, mais qui va diffuser encore plus rapidement parce que la bouillette est plus aérée.
S'il y a une bouillette à choisir pour un pêcheur de compétition, je partirai sur celle-ci. Après, si c'est un enduro de 120 heures, c'est différent. Mais si c'est 24 heures ou 48 heures, voilà. Après, j'ai fait des enduros. Tout à l'heure, je parlais d'une petite anecdote. Voilà, c'était sur la Carps and Dreams Spice Crab. Le gamin, j'avais offert un petit paquet pour son anniversaire, à lui faire plaisir. Il s'est éclaté, voilà, il a fait un carton sur l'enduro. Mais une fois encore, si je te disais que je me base là-dessus pour te dire que c'est des bonnes billes d'enduro, ce serait complètement fallacieux parce que c'est une fois. Recul quand même. Hein. C'est une fois. Voilà, donc je peux pas te dire que ma gamme est adaptée pour les enduros. Moi, je pense que chacun doit être à sa place, chaque produit doit être à sa place. Ma gamme, elle est pas développée pour les enduros. Ça veut pas dire qu'elle est pas efficace à l'enduro, mais elle a pas été pensée pour. Voilà. Donc forcément, je peux pas dire que je vais attirer des pêcheurs de compétition. Pour attirer des pêcheurs de compétition, il faudrait que je me lance dans développer des produits spécifiques à la compétition. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire. Parfait. Bon, moi, c'est une réponse franche et sincère. On va parler un petit peu maintenant, toi qui connais par ta situation professionnelle le milieu de la finance, on va pas rentrer dans les détails, mais l'argent, tu connais, un petit peu l'aspect économique de tout ça. Parce que monter une équipe, c'est un petit peu un aspect économique. Également, les publications qu'on met sur les réseaux, on peut les booster également. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de booster une publication pour que celle-ci soit mise en avant sur les réseaux? Est-ce que tu y as vu un intérêt? Est-ce que sincèrement ça fonctionne? Est-ce que les réseaux sociaux jouent vraiment le jeu quand on met de l'argent dessus? Alors les montants, ça... libre à chacun de regarder combien ça coûte pour booster une publication. Si j'ai juste d'avoir une page, on me propose même à moi de les booster, mes publications. Je ne le fais pas, parce que je ne suis pas une entreprise. Mais toi, en tant qu'entreprise, est-ce que tu as déjà chiffré ce que coûterait une team en France? Et comment toi tu vois les choses? Parce qu'il y a plusieurs types de sponsoring, il y a les partenariats avec X%, il y a de la dotation complète. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu t'es déjà dit, et voilà, moi je ferai comme ça, comme ça, comme ça, ou pas du tout, t'attends d'avoir les gens devant toi, et selon profil, parce que voilà, il y a des teams où telle personne c'est la figure de proue de la team, voilà, il y a autant, parce que c'est la tête de gondole, lui en devenir, donc débutant, et à milieu intermédiaire, ou est-ce que tout le monde aura la même chose? Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas trop d'avis que tout le monde doit avoir la même chose, c'est pas forcément... Alors c'est égalitaire, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Donc il y a des inégalités qui peuvent être tout à fait justes. Si tu as un jeune qui s'implique plus, qui montre plus d'assiduité, plus d'intérêt, qui est passionné, j'ai plus envie de le récompenser que celui qui s'en fout. Déjà celui qui s'en fout, il partira. Donc, mais celui qui montre moins d'envie, si tu veux. Donc est-ce que tout le monde doit avoir la même chose? Moi, a priori, je dirais non. Parce que c'est pas juste d'avoir la même chose. C'est égalitaire, mais c'est pas juste. Les budgets, alors moi j'ai des budgets marketing qui sont définis. Je t'ai dit, on fait de la publicité dans les magazines, on fait de la publicité sur Facebook. Alors pour l'instant, on voit assez régulièrement mes publicités sur Facebook. Elles sont là quelques jours, elles disparaissent, parce que cette année, c'est une phase de test. C'est comme les appâts. Il faut tester les publicités, il faut tester les réactions, combien ça génère de trafic, combien ça génère de ventes. Une publicité, elle est là pour générer du trafic. Si derrière elle ne génère pas de vente, la question c'est où est le problème? Est-ce que le problème est dans la publicité? Est-ce que le problème est sur le site internet? Donc c'est pas parce qu'une publicité ne fonctionne pas en termes de vente qu'elle est forcément mauvaise. C'est peut-être ta conversion dans ton site internet qui est mauvais. Donc moi j'ai besoin d'une année entière pour avoir une vue sur ça. Pour l'instant j'engrange en fait des informations et des statistiques. Donc j'ai pas d'opinion là-dessus. Pour l'instant je reste neutre parce que si je mets un biais personnel, alors je vais prendre une décision qui est fondée sur des choses qui ne sont pas réelles. Et il faut être pragmatique. Donc pour l'instant, j'engrange des informations, comme pour l'équipe, pareil. Donc les budgets, alors je ne parle pas des coûts, parce que ça c'est évidemment... les budgets sont des secrets professionnels, évidemment, donc je ne parle pas de coûts. C'est un coût important. On l'entend parfaitement bien. C'est un coût important. La publication dans les magazines a un coût. La question dans les magazines, qu'est-ce que ça me rapporte? C'est très difficile de voir la conversion d'un magazine parce qu'on n'a pas. C'est facile de voir la conversion d'une publication Facebook parce qu'il y a des cookies qui permettent. Et puis il y a des insights. On met des traceurs à l'intérieur qui permettent de faire la connexion avec le site internet et de voir que telle personne a acheté parce qu'elle a vu la publicité. Donc ça, je sais le quantifier. Je peux savoir quel âge, je peux savoir où elle habite, je peux savoir plein de choses. Et donc ça, moi, ça me permet après d'affiner mes critères.
Pour le magazine, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est pour ça que le magazine, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour une image globale, pour asseoir la marque. Ensuite, il peut y avoir des publicités sur YouTube, il peut y avoir des publicités sur TikTok, il peut y avoir plein de choses. L'équipe aussi, la question c'est combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Bah oui, parce que bon, une fois encore, c'est l'entreprise doit gagner de l'argent. Donc, c'est toujours pareil. Si une publication me rapporte 10 fois ce qu'elle me coûte, ou 20 fois ce qu'elle me coûte, bah, c'est pas la même chose si elle me rapporte 2 fois. Donc, là aussi, au bout d'un moment, moi j'essaye et après je décide. Donc je décide pas avant d'essayer parce que on peut pas savoir si on n'a pas essayé. Donc oui, là je perds de l'argent. Il y a des choses que j'ai compris qui fonctionneraient pas. C'est pas de l'argent perdu. Je sais que ça fonctionne pas. Bah c'est pas perdu. Je le ferai plus, c'est tout. Voilà. Donc oui, c'est des essais, hein, de toute façon. Tu peux, voilà. Alors il y a aussi ce qui se passe. Il y a des études là-dessus. Hein, qui sont disponibles. Donc on peut savoir. Évidemment, je me base sur ces études, mais elles sont pas forcément applicables à ma société. Sont pas forcément applicables à ce que je fais, et parfois il y a des différences, il y a des exceptions aussi. Pour l'équipe, bah forcément, si je mets de l'argent sur quelqu'un, il faut que ça me rapporte. Je veux dire, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de le dire. Comme on disait hier avec voilà. Laura et Fabrice, une entreprise, c'est des clients, c'est une entreprise, et entre les deux, il y a le mot business. Voilà. Bah, si une personne de l'équipe me coûte 1000 €, admettons, par an, bon, bah, si elle m'en rapporte 3000, ça m'intéresse pas. Si elle m'en rapporte 20 000, bah, voilà, il faut qu'il y ait un ratio, si tu veux. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque d'image. Si tu prends la personne et que la personne te nuit à ton image, bah, c'est un coût. Et ce coût, il est difficile à estimer. Et ce coût, donc il faut faire une estimation de ce coût. Et donc se dire, ça, c'est ta quantité de risque. Est-ce que je suis d'accord pour prendre ce risque? Oui, mais à condition que ça me rapporte tant. Donc c'est pas de dire, oui, il m'a coûté 1000 €, mais il m'en rapporte 2000. Tu as gagné 1000 €. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il m'a coûté 1000 financièrement, j'ai pris telle quantité de risque, parce que cette personne est visible, donc cette quantité de risque, peut-être que je l'estime à 15, 20, 50 000 €, et il faut que le revenu final couvre cette quantité de risque, si tu veux. Donc, te dire le coût d'une publicité, te dire le coût d'une équipe, c'est très difficile, parce que tu as le coût de ce que tu payes, et tu as le coût qui est caché, le risque que tu prends à avoir une équipe. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe à un pêle-mêle vide de questions des personnes qui nous ont répondu dans les commentaires, parce que là, vous n'êtes peut-être pas... Avant qu'on se prenne la sauce. Voilà, il y a un petit orage qui se prépare derrière, hein, il a à peu près 1 heure de retard par rapport à l'heure prévue. J'ai un commentaire là qui est tranché là, et je vais te le lire, parce que on est en toute transparence. Tes produits sont non fabriqués en France, donc je boycotte ceci. Qu'est-ce que tu as à répondre à quelqu'un qui dit qu'il boycotte tes produits parce que tu ne fais pas travailler une entreprise française à la fabrication de tes produits, et pourquoi avoir choisi une entreprise sans la citer, mais hors de nos frontières françaises? Alors déjà, 1, je ne suis pas une société française. 2, la France, c'est qu'un marché parmi d'autres. 3, quand tu construis un produit, une société, moi ce que je veux faire, c'est un produit qui a tel cahier des charges. Et donc, si je dois mettre des limites géographiques, je m'embarrasse de problématiques que je ne veux pas. Moi, j'essaie de choisir quels sont les meilleurs dans tel ou tel domaine. Si j'ai des sociétés qui travaillent pour moi qui sont en France, j'ai des sociétés qui sont en Allemagne, j'ai des sociétés qui sont en Pologne, des sociétés qui sont en Hollande, je m'en fous où elles sont. Moi, ce que je veux, c'est la qualité de la fabrication, la qualité d'exécution, et est-ce que ce sont les meilleurs dans leur domaine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pour le produit sélectionné, pour les protéines insectes. Ça, c'est le cœur de mon produit. J'ai choisi une biotech néerlandaise parce que j'ai estimé que c'était la mieux positionnée dans ce domaine-là. Pour des questions aussi de logistique. C'est pas uniquement une simple réflexion. L'important, et ensuite, quand tu achètes, admettons que tu sois en France, que tu sois français, que tu vas acheter français, c'est pas parce que la société qui te la vend est française que toute sa production est française, et quand bien même sa production est française, ça ne veut pas dire que les matières premières sont françaises. Si ça se trouve, il y a moins de produits français dans ce produit-là que dans le mien. Parce que derrière celui qui fabrique, il y a des sous-traitants derrière. Et ces gens-là, il y en a en France. Donc, on ne peut pas quantifier ça. De toute façon, je ne communique pas là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Et parce que c'est se mettre des limites que tu ne veux pas te mettre. Ma seule limite, c'est le respect des normes sanitaires. Ma seule limite, c'est que l'entreprise doit être au sein de l'Union européenne. Parce que je sais qu'elle respecte à 100% la réglementation. Ça, pour moi, c'est le plus important. Que la société soit allemande, belge, française, polonaise, néerlandaise,
pour moi, c'est pas un critère de sélection. La seule critère de sélection, c'est la qualité. Et la qualité de fabrication. Même pas le prix. C'est ça la plus important. Moi, je vais répondre à, si je peux me permettre, Oui, à bien ce sûr. monsieur. Donc, si je prends ton exemple de message, Pom-Pom, il s'appelle Pompon. Pom-Pom-Pom. Donc, en fait, tous les légumes que tu achètes chez toi, c'est pas de l'Espagne, c'est pas les fruits, tout ça, ils viennent pas du Maroc. On est d'accord que ta télé, elle a été fabriquée en France, ton sèche-linge a été fabriqué en France. Je m'adresse directement à lui, hein, parce que je regarde ton téléphone, mais bien sûr, moi la caméra n'est pas tournée vers moi, mais tous tes appâts, tes cannes, bien sûr, sont fabriqués en France également. Hein. Tu achètes ça chez des fabricants français, et donc on sait combien ça coûte une canne faite main en France. Hein. Il n'y a pas de fabricant de cannes françaises. Il faut aller forcément en Italie ou en Chine, ou peut-être chez nos amis chez Daiwa UK, quoi, ou chez Riglas, par exemple. Je ne suis pas certain, en fait, au final, que tu achètes du 100% français dans tout ce que tu as, et malgré tout, tu les achètes. Donc voilà, moi, comme vient de dire Sébastien, il y a peut-être plus de produits français dans ces bouillettes que dans d'autres, peut-être. Donc pour moi, c'est pas un argument. Voilà. Le 100% français, bien entendu, si on peut acheter du français et du local, il faut le faire. Non, mais moi, je comprends cette démarche. Hein. Quand on a la possibilité. Mais dire à un fabricant, j'achète pas chez toi parce que tu fabriques pas en France, bah, je veux dire, en France, en termes de pêche, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont fabriqués en France, quoi. Alors, ok, les billes, oui, d'accord, il peut y avoir des producteurs français, mais tout le reste, tout ce qui englobe l'écosystème de la pêche, va trouver quelque chose qui est 100% français, de A jusqu'à Z, quoi. Tu n'en auras pas beaucoup, hein, et je peux te dire que tu vas galérer. Non, mais écoute, je pense que, de toute façon, je veux dire, enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je peux comprendre ça. Parfois, moi, quand je fais des achats, j'ai un acte aussi vers le pays, vers mon pays. Mais si tu veux, de toute façon, pas tout le monde pourra être mon client. Donc, j'ai pas envie d'avoir tous les clients de la terre, de toute façon. C'est pas le problème. J'espère que je convaincrai monsieur que les produits peuvent être adaptés à sa pêche. Mais si tu veux, moi, quand j'ai construit ma société, quand j'ai construit mes appâts, mon objectif, c'était faire telle ou telle qualité. Et donc, pour chaque ingrédient, je me suis dit, bah, qui c'est qui est le meilleur dans telle ou telle chose. Et donc, si je commence à dire, oui, mais c'est que français, ben, je me mets des limites que je veux pas. Je me mets des limites que je veux pas parce que j'arrive plus à aboutir vraiment au produit que je veux, mais je me mets des contraintes qui m'intéressent pas. Voilà. Donc, la contrainte européenne, elle est claire. Je veux que ça soit dans l'Union européenne pour des questions de normes. Mais il y a des gens qui travaillent très bien en Allemagne. D'ailleurs, il y a de très belles sociétés qui fabriquent des bouillettes en Allemagne, qui sont très, très, très élaborées. En République tchèque, il y a aussi de très bons fabricants d'appâts qui se creusent la tête. Il y a des gens qui font beaucoup de choses en Allemagne. Hier, on parlait des enzymes. Moi, je travaille avec des Allemands, par exemple, pour les enzymes, et avec des Hollandais. Ils sont extrêmement forts là-dedans. C'est des mecs qui se creusent la tête, qui vont chercher le détail. Et moi, c'est des gens avec qui j'ai envie de parler. S'ils étaient français, ça serait pareil pour moi. J'aurais autant d'envie de parler avec eux. C'est pas la question de la nationalité. C'est juste que pour moi, c'est pas un critère de sélection. C'est tout. On va terminer sur deux petites dernières questions, j'espère avant que... Ouais, avant qu'il y ait l'orage, mais... Ouais. Pourquoi ne pas... C'est pour ça, ces questions-là, je les pose à la fin, parce que justement, ça traitait notre amorçage de ce matin. Pourquoi ne pas utiliser un SBOM pour faire du bruit, pour ne pas faire de bruit Pourquoi utiliser un SBOM pour faire du bruit, pour peut-être faire bouger le poisson? Voilà. En fait, voilà. Il y aurait... Pourquoi n'a pas utilisé un SBOM pour faire du bruit et attirer le poisson? Oui, ça peut être une façon de faire. Bon, on a décidé de faire autre chose. Bon, là, honnêtement, j'ai pas de bombe avec moi, donc de toute façon, j'aurais pas pu le faire. Mais là, franchement, les distances sont très courtes, donc je pense que ça ferait pas une différence énorme. Peut-être que oui. Ceci étant dit, si c'est juste pour le bruit, quand on a amorcé, on a fait un paquet de bruit. Ouais. C'est un peu comme le SBOM, on l'a envoyé à la main, donc le résultat, c'est le même quand ça a tapé l'eau. Après, j'imagine que cette personne veut parler de la régularité du SBOM. Sur une plus longue période, oui, on aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Mais c'est pas un mauvais choix, hein, cette possibilité du SBOM. On me dit également, vous ne pensez pas que faire des déposes à la barque, cela effraie le poisson, surtout dans un étang pas ou presque pas exploité? Alors, j'ai pas fait la dépose à la barque. On est allé repérer le spot à la barque, à la rame. On a fait le plus discret possible. Oui, de toute façon, dès que tu vas dans l'eau, que ce soit avec la barque, avec le bateau amorceur, ou que tu jettes le plomb, il y a un impact. Est-ce que ça fait fuir le poisson? Est-ce que ça l'attire? Ça dépend. Tout à l'heure, c'est le SBOM, ça fait du bruit, pourtant, parfois, ça attire le poisson.
Donc oui, pour ce pêcheur-là, il a raison. Oui, ça peut effrayer le poisson, mais il fallait bien trouver un moyen de propulser les appâts sur place, quoi. Eh bien les amis, comme le temps commence à changer, à tourner, étant donné qu'on a du matériel vidéo à Ouais, là on va se prendre l'orage là. on va se mettre tranquillement à l'abri pour rentrer les sièges et rentrer le fourreau et aussi pour protéger le matériel. Ce que je vous dis, moi je peux vous proposer un autre rendez-vous au cours de la journée, Ouais. peut-être en début de soirée, avant Avec plaisir. peut-être le barbecue ou après, on verra bien. On va se concerter avec Sébastien. Et on n'hésitera pas à revenir vers vous dans les réseaux sociaux. Et vous avec pouvez le même petit- envoyer des messages sur nos pages si vous avez des avis de sujets particuliers. oui, On si peut vous très voulez, bien, des- très bien partir sur des sujets que vous décidez. Tout à fait. Si vous avez des sujets dans lesquels vous voudriez que Sébastien puisse vous répondre, que ça soit Après, au il faut que niveau ça de reste sa marque, cohérent dans la pêche, mais Bien pas entendu. forcément sur ma marque, hein, mais être cohérent dans la pêche, quoi. c'est ça. Voilà. On vous donne rendez-vous donc tout à l'heure. Moi, je vais couper le live là-bas. Sébastien va s'occuper de couper Voilà, le sien. merci beaucoup. Ça commence à tonner. On va pas se mettre en On va dessous. rentrer, ouais. On va rentrer. En tout cas, merci de nous avoir Merci à suivis tout le sur monde, les c'est différentes très sympa. plateformes. Merci pour vos questions et remarques. Et Et à on- bientôt. Et on vous dit à tout à l'heure. Oui. Moi, je me sauve.